Dis donc, je viens de revoir ta vidéo là, on peut quand même dire que les Anglais sont de belles petites saloperies. Comment ça? Bah faire brûler une femme de 19 ans parce que c'est une femme, c'est horrible. Alors oui, mais non. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur, quoi. Ah mais oui, évidemment que c'est horrible, mais c'est pas parce que c'est une femme qu'ils l'ont brûlée. Juridiquement, ils ont invoqué son hérésie, comme je l'ai déjà expliqué, mais politiquement, c'était pour décrédibiliser Charles VII à une époque où tout tournait autour de Dieu. Or en France, le roi recevait ses pouvoirs de Dieu, qui avait béni sa lignée. Donc si c'est une sorcière qui l'a fait sacrer, bah échec et mat. N'empêche que cette fois, les gentils ont gagné, les méchants ont perdu. Les Anglais étaient pas les méchants. Quoi, c'était nous? Bah non plus. 600 ans plus tard, pour nous, évidemment que les Français sont les gentils et les rosebifs les méchants. Mais à cette époque, ce sont juste deux royaumes qui s'affrontent pour un territoire. Comprends pas. Si les Français avaient perdu, oui. Que les Anglais avaient gagné, oui. Alors aujourd'hui, on serait probablement anglais. Oh! Mais en plus, si on part du principe que les Anglais étaient les méchants, qu'est-ce qu'on fait de la Bourgogne? À titre personnel, j'ai pas envie de me passer de leur pinard. Mais du coup, il y avait ni gentil ni méchant? C'est plus compliqué que ça. C'est qui celui-là encore? Ah oui, j'ai oublié de te prévenir, il y a un nouveau. Ça va, il est hyper cool. Je suis hyper cool. De toute façon, c'est pas maintenant qu'il est là qu'on va le dégager. On fait quoi aujourd'hui? Votre discussion partait pas mal et... Non mais file-lui un micro Merci. Votre discussion partait pas mal, et d'ailleurs ça me donne une bonne trame pour vous expliquer comment j'ai construit mon scénario. Mais du coup, je vous en prie, messieurs. Alors, qui que ça qu'étaient les méchants? Quand on regarde la plupart des films, notamment récents, on sait très rapidement qui est le gentil et qui est le méchant, et donc qui va gagner à la fin. C'est à la fois une facilité scénaristique parce que ça permet un attachement rapide au personnage, mais ça permet aussi de vendre son film parce que la plupart des spectateurs veulent une fin heureuse. Sauf pour les films d'horreur. Exactement, et c'est d'ailleurs souvent les films les plus immersifs parce qu'on s'attend à tout moment à ce que le héros puisse mourir. Et ça fait partie de ces films où on devine plus rarement la fin. Quand c'est bien fait. Mais du coup on fait un film d'horreur? Pas du tout. Mais laissez-moi en placer une s'il vous plaît. Je suis pas sûr de l'adorer le nouveau. Laisse sa chance au produit. Vous aurez sûrement remarqué que beaucoup d'œuvres qui ont marché ces dernières années reposent sur l'anti-héros, ou sur le fait qu'on ne sache pas exactement qui est le héros dès le début. Doctor House, Game of Thrones, Deadpool, Snatch, Peacemaker, Hitman, John Wick, Boromir, The Punisher, The Suicide Squad, Heisenberg dans Breaking Bad, Sons of Anarchy, Gangs of London, Joker, Anakin Skywalker dans Star Wars, Mérine, Malotru dans le Bureau des légendes, Fight Club, Jack Sparrow, Catch Me If You Can, Lord of War, Magneto qui est passé de grand méchant à anti-héros, etc. Pardon. Mais donc je constate l'engouement en ce moment pour les personnages et ou les scénarios qui permettent de jeter le doute sur qui on suit vraiment. Et les personnages complexes qui ne sont les gentils que selon qui, quand ou comment on les regarde. Comprends pas? Tu m'aides? Oui. Et comme je vous sais glouton d'anecdotes historiques, de cassage d'idées reçues, autres gourmandises intellectuelles, sachez les amis que nos cousins d'outre-Manche nous ressemblaient bien plus que beaucoup ne le pensent. En effet, les Anglais sont souvent appelés sous le nom de roast beef. Oui, par nous, mais plus généralement les Anglo-Saxons. Parce que le premier peuple connu de l'archipel anglais était les Celtes, à la culture et à la population extrêmement proche des Gaulois. Ils partageaient même le bois sacré des druides gaulois, la forêt des Carnutes, qui est le nom ancestral de la forêt de Rambouillet. Perso, je l'ai découvert par hasard, j'ai trouvé ça hyper classe. Bref. Ensuite sont arrivés entre 410 et 520 de notre ère, trois peuples germaniques venus des actuels Pays-Bas, les Jutes, mais le nom ne devait pas être ouf parce qu'on les a oubliés, les Saxons et les Angles, d'où le nom Angleterre. Waouh! Comme dans la plupart des colonisations, la population générale reste plutôt homogène, mais les dirigeants, en l'occurrence rois et seigneurs locaux, sont remplacés. Puis les bourgeois et gros marchands vont s'adapter au nouveau régime pour continuer à prospérer, et des changements profonds s'opèrent en quelques décennies. C'est sûr que quand ton quotidien se résume à trouver la bouffe pour le lendemain, t'as moyennement le temps de t'occuper de qui c'est quel boss. Mais c'est pas fini! Dis donc, ça n'arrête pas ce soir. 500 ans plus tard, en 1066, les Anglais vont se faire recoloniser la gueule par un certain Guillaume le Bâtard, plus connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, venu tout droit de Normandie. Il a mis le bordel un peu partout en Angleterre, a conquis le trône et a fait changer les usages à la cour, qui est passé de la langue anglo-saxonne au franco-normand. La cour anglaise parlait français. Ce n'est qu'en 1362 que l'anglais devient finalement la langue officielle et la langue principale des anglo-saxons, des Anglais. Mais du coup, quand j'écrirai mon scénario, faudra le faire en anglais? C'est toi qui décideras. En 1429, les Anglais parlaient bien sûr anglais, mais les nobles pouvaient parfaitement échanger en français. Je vois ce que tu veux dire. Les Français étaient les gentils pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, ils considéraient un peu que c'était d'anciens Français qui les attaquaient. C'est un peu ça, oui. Mais surtout, comme on l'a vu dans mon premier hors-série, Édouard III était littéralement plus légitime que Charles VII dans la succession au trône. Donc dans l'absolu, les Anglais n'étaient pas les méchants. Mais tu veux peut-être d'autres exemples plus digestes? Il est bavard, hein? Vous pouvez pas savoir ce que c'est agaçant. La situation française à l'arrivée de Jeanne était désespérée, notamment parce que les Bourguignons étaient vraiment très potes avec les Anglais.
ce qui en faisait un ennemi intérieur très riche, très puissant et surtout très sur le même territoire. Mais aussi parce qu'on se faisait déchirer la gueule à chaque bataille, parce que l'armée anglaise était déjà professionnelle, très bien entraînée, et avait misé très tôt sur des archers à longue portée qui faisaient des dégâts terribles dans les rangs français. De notre côté, la chevalerie était encore très, probablement trop présente, avec des armures extrêmement lourdes, donc des soldats peu mobiles, soutenus par des archers à arc court qui n'avaient virtuellement aucun impact sur la bataille. D'ailleurs aujourd'hui, ça veut dire ça en anglais. Et vous savez pourquoi? Non, parce que pendant des dizaines d'années, quand les Français faisaient des prisonniers dans les rangs anglais, ils leur coupaient ces deux doigts pour les empêcher de nous décocher une flèche dans la courge. Et oui, les Anglais font toujours comme ça à la place de ça. Mais du coup, les Français, gentils ou méchants? Autres exemples dans l'entourage de Jeanne cette fois. Étienne de Vignoles, au doux sobriquet de La Hire, parce qu'il était tout le temps vénère, était un des plus proches de Jeanne, un des premiers seigneurs à lui accorder sa confiance, et un des deux derniers à tenter des actions militaires pour la libérer. C'était une figure tellement appréciée et qui a tellement marqué son époque, que encore aujourd'hui, sur les jeux de cartes, c'est lui qui est le valet de cœur, le valet de Jeanne. Pourtant, avant l'avènement de Jeanne, sur les ordres de son propre seigneur, La Hire mit à feu et à sang 18 villages autour de Don Rémy. Et la légende veut qu'elle le confronta lors de leur première rencontre, parce qu'elle reconnut sur le cheval de La Hire les clochettes qu'elle avait elle-même accrochées aux moutons du village. Alors Étienne de Vignoles, gentil ou méchant? Charles VII a été trahi par son propre père qui signa le traité de Troyes avec Jean le Bon, duc de Bourgogne, qui donnait l'héritage du trône de France au roi anglais. Mais Charles VI était fou, donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Du coup, Charles VII, du haut de ses 15 ans, avait fini par se laisser convaincre de faire assassiner Jean le Bon. Mais enfin, lui-même avait assassiné l'oncle de Charles VII, duc d'Orléans et frère du roi. Alors Charles VII, gentil ou méchant? Là, on rentre dans le dur. Gilles de Ré, héritier d'une grande famille bretonne, eut un impact considérable sur la campagne de Jeanne, était à la gauche de Charles VII lors de son couronnement, et fut fait maréchal de France pour son aide à la reconquête du royaume. Un grand homme! Oui, alors, bois de l'eau. À la mort de son grand-père, il se désintéressa complètement du sort de la France et rentra en Bretagne profiter de la fortune et des châteaux dont il venait d'hériter. Il s'intéressa à l'occulte, devint sataniste, et occupa son temps libre à torturer, violer et tuer des garçons de moins de 10 ans. Entre 100 et 800 selon les sources. C'est même de lui que s'inspire le mythe de Barbe Bleue. Du coup, Gilles de Ré, gentil ou roi des fils de pute? C'est bon, on a compris. Bon, je pense avoir compris l'idée. S'il n'y a pas vraiment de méchant absolu ou de gentil absolu, on peut théoriquement suivre n'importe quel point de vue. Je peux? Fais tes preuves, le bleu! Allez, on a suffisamment de contexte, du coup aujourd'hui on attaque enfin la conception du scénario. Et pour ça je veux développer une technique inspirée d'un bouquin de Bernard Werber, L'Empire des Anges, que j'avais adoré il y a 16 ans de ça et que j'ai toujours gardé en tête. Et désolé, mais je vais devoir divulgacher une toute petite partie du bouquin. Et en profiter pour remercier les Québécois pour ce terme incroyable. Oui, clairement. Dans ce livre, un des personnages principaux est un auteur, au passage je suis persuadé que ce bon vieux Bernard parle de lui-même, qui utilise des plans de cathédrale pour structurer son écriture, et utiliser les lignes de force, les points de jonction, etc., pour représenter visuellement la chronologie de son récit. Ensuite, il utilisera les lignes de force du plan, ou choisira arbitrairement le cheminement de son histoire parmi les itinéraires des différents personnages. Je n'avais à l'époque aucune intention d'écrire une quelconque histoire, même pas une fanfiction sur le frère jumeau caché d'Harry Potter qui habitait à Toulouse. J'étais jeune. Bref, je ne pensais pas l'utiliser un jour, mais j'avais trouvé cette approche extrêmement créative et je souhaite l'utiliser pour à la fois rendre hommage à un auteur qui m'a beaucoup marqué et explorer les différentes possibilités narratives pour raconter le périple de Jeanne. Et là vous vous dites, mais mille Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de nous baver dans les échauguettes? Et vous n'auriez pas complètement tort. Permettez-moi donc d'utiliser un support visuel. Les plus observateurs auront sans doute reconnu notre chère cathédrale de Notre-Dame de Paris. Splendeur du cœur parisien, cette cathédrale gothique que l'on doit aux architectes Jean de Chelles et Pierre de Montreuil vit son édification commencer en 1163, pour ne prendre fin qu'en 1345. Je ne sais pas si vous imaginez le dévouement des hommes qui se lançaient dans des chantiers de plus de 200 ans, alors que l'espérance de vie dépassait à peine 30 ans. D'ailleurs, je me permets une petite remise en perspective, l'espérance de vie des hommes en 1940, avant la guerre je le précise, était de 57 ans. 63 pour les femmes. Bref, voici donc deux plans de Notre-Dame de Paris, en coupe et en tranche. Voilà, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de commenter. Si j'y applique ma compréhension du bouquin de Bébert, on peut imaginer plein de façons de construire un scénario, la plus évidente étant celle de suivre l'avancée d'un fidèle vers le cœur. Auquel cas le personnage de Jeanne serait placé à l'entrée de la nef et remonterait le long du plan qui matérialise les interactions avec d'autres personnages. Petit zoom avant, merci. Le périple de Jeanne se matérialise par son arrivée dans le Saint des Saints. Merci messieurs, scénario chiant. Maintenant repassons la scène au ralenti. Jeanne commence son voyage seule. Après quelque temps, deux personnages importants entrent en scène presque au même moment, Charles VII et La Hire, qui mêleront leur destin à celui de Jeanne. Puis d'autres personnages positifs pour l'accompagner, avec leurs propres intrigues, leurs propres défis matérialisés sur ce plan par les lignes de construction.
Puis nous arrivons à un moment fort avec une entrave sur le plan. Le duc de Bedford, John Talbot, Glasdale, bim, boum, tchac! Jeanne va surmonter ses embûches grâce à sa bande de joyeux lurons et vaincre les Anglais à la bataille de Patay. Puis arrive un événement paroxystique avec le couronnement de Charles VII. Sauf que nous savons que son histoire ne s'arrête pas là et attention! Un nouvel élément perturbateur! Le maléfique Pierre Cochon, évêque de Beauvais, fait son entrée. Alors que de leur côté, Charles VII, La Hire et les autres sortent du scénario. Jeanne est emprisonnée. Son apothéose à elle est bien plus triste et solitaire, bien que Pierre Cochon soit désormais une sorte de compagnon d'infortune. D'autres personnages plus tristes encore, et d'autres plus réconfortants, continuent à arriver jusqu'au martyre de Jeanne, représenté sur ce plan par le Christ en croix. Nous avons ici atteint le climax du film, et oui, on dit climax parce que c'est pas un mot anglais, mais grec. C'est très bien tout ça, mais en quoi j'explore les différentes possibilités narratives pour raconter le périple de Jeanne? Tout simplement parce que maintenant que j'ai cette trame à ma disposition, c'est là que je diffère du processus créatif de Bébert. Je peux choisir moi-même le cheminement de mon film entre les différentes histoires, tout en utilisant les différentes interactions entre les personnages pour enrichir mon univers. Ce ne sont pas juste des personnages-fonctions qui apparaissent, ce sont des parties d'un tout cohérent. J'ai envie d'appeler ça un scénario en arborescence. Vous trouvez ça absurde? Bah pas moi, regardez ce diagramme. Oui, je sais parfaitement que c'est un enfer à lire, alors imaginez pour le construire. C'est une représentation possible, en tout cas c'est la mienne, du scénario du film de Luc Besson, Jeanne d'Arc. Je ferai d'ailleurs prochainement un hors-série pour expliquer pourquoi je déteste ce film, mais au moins il a le mérite de m'avoir montré Jeanne d'Arc dans un film grand public, ce qui est exactement mon projet et qui me permet de savoir ce que je ne veux pas en faire. Alors dans tout ce merdier, vous reconnaîtrez les personnages, les événements principaux, les interactions entre les personnages, en courbe s'ils étaient juste présents avec un tracé à angle s'ils ont activement participé, les lieux où ils se sont déroulés, etc. Et avec un tout petit peu de capellitraction, oui, du tirage de cheveux, vous m'accorderez qu'on peut vaguement y voir le plan de cathédrale que je vous ai montré tout à l'heure. On revient dessus d'ici 1 minute 15, 1 minute 20, c'est ce qui me permet d'aller chercher mes éléments dans l'élaboration de mon scénario. Considérons désormais la construction du scénario de ce film. Je liste tous les personnages principaux, voilà, avec des lignes grises pour représenter leur chronologie propre. Certains films, comme par exemple 1917, qui est un gigantesque plan séquence, ne se focalisent que sur la vie d'un seul personnage. Si on suit cette approche, ces chronologies sont autant de scénarios que l'on peut écrire. Ce n'est pas l'approche qu'a eu Luc Besson. Il a donc listé les scènes principales en se basant principalement sur Jeanne, puisque c'est l'héroïne du film. Cependant, d'autres scènes importantes du film la concernent, même si elle n'y était pas présente. Je vais les lister en faisant le choix de les placer sur les chronologies de Charles VII, Yolande d'Aragon, du duc de Bedford et enfin de Pierre Cochon. Observons maintenant l'évolution du scénario. Je rappelle ici que c'est un parti pris que de les placer sur ces personnages précis. On suit principalement Jeanne, mais le scénario dévie par moments pour nous montrer d'autres scènes, donc d'autres points de vue. Or, si on considère qu'il n'y a ni méchant ni gentil, et que donc tous les points de vue méritent d'être explorés, alors on peut décider de placer certaines scènes sur la chronologie d'autres personnages. Oserais-je caresser l'espoir que vous m'autorisiez à repasser 10 secondes sur ma matrice? Gratitude, les amis. Ici, on peut sortir un élément précis du scénario pour voir quelles sont les parties prenantes, soit une scène en particulier, soit un personnage. Constatons ensemble, dans un ébahissement jubilatoire, ce qui arriverait à la trame du scénario si l'on décide de suivre certaines scènes selon le point de vue de La Hire. Révolutionnaire, n'est-il pas? Voilà comment on peut, à partir de la matrice que j'ai créée, explorer les différentes possibilités narratives pour raconter le périple de Jeanne. Poussons un peu le vice, voulez-vous? Pierre Cochon, c'est celui qu'on veut détester dans ce film, puisque c'est celui qui a retourné ciel et terre pour faire condamner Jeanne, pour qu'on lui donne un sacré paquet de pognon. Mais du coup, et si on choisissait de suivre son point de vue à lui? Je veux dire pas sur une scène, non. Sur le dernier quart entier du film. Entrer les dernières scènes sur sa chronologie à lui, puisqu'il y était, pour ne revenir sur Jeanne que sur la dernière scène. Je n'ai pas encore décidé si c'est ce que j'allais faire, mais vous comprenez désormais mon génie créatif. Alors? C'était bien, hein? Alors like, commente, partage, parle-en à ta grand-mère ou à ton chien, je sais pas, mais aide-moi à faire connaître ma chaîne! C'est pour la France! Sans blague, je fais 100% du travail tout seul, donc je passe trop de temps sur le tournage, montage et écriturage pour mettre en place une vraie stratégie d'acquisition. Un coup de pouce me serait moult agréable, les amis, s'il vous plaît. En tout cas, je suis vraiment ravi de commencer à vous parler de l'écriture du scénario et plus seulement d'histoire. Si ma méthodologie vous intrigue, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et d'ici à la prochaine, comme d'habitude, je vous souhaite de faire de belles choses et de belles rencontres et surtout, rappelle-toi, c'est beau la France! Amen.